Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Al24 News pour édition spéciale, votre rendez-vous quotidien de débat autour de l'actualité internationale brûlante. Et justement, actualité oblige, nous vous emmènerons aujourd'hui de nouveau sur le continent asiatique et aux portes de l'océan Pacifique, une région qui n'a jamais aussi mal porté son nom que depuis que la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a foulé le sol de l'aéroport de Taipei dans une provocation à peine voilée à la Chine, car Pékin considère l'île de Taïwan comme une ligne de démarcation à ne pas franchir. Alors au-delà des conséquences géopolitiques de cette visite, qu'en est-il des répercussions qu'aurait un éventuel enlisement de la situation sur l'économie mondiale et le commerce international? C'est à cette question que nous tenterons de répondre en compagnie de nos experts du jour, Dr Abdelrahman Mebtoul, expert international en économie, et Dr Riyad Saïdawi, expert international en géopolitique et directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir. Mais comme de coutume, et avant de lancer le débat, une première lecture dans ce dossier avec ce sujet préparé par notre rédaction. Civis pacem para bellum. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est à se demander si cette maxime martiale désormais galvaudée a encore du sens. À voir de nouveaux fronts de potentiels conflits militaires s'ouvrir dans différentes régions du monde, menaçant d'embraser la planète à défaut de la pacifier. Et le plus souvent, c'est l'économie qui trinque en premier. La visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, à Taïwan ne déroge pas à la règle s'agissant des conséquences. La chef de l'aile sud du Capitole tenait en haleine toutes les places économiques et financières, au moment où elle foulait le tarmac de l'aéroport de Taipei. De son côté, et à la suite de multiples mises en garde quant à cette escale périlleuse, Pékin est passé à l'action en annonçant une première salve de sanctions commerciales. Arrêt sur l'importation de fruits et poissons de Taïwan et suspension de l'exploitation de sable vers l'île. Une démarche d'ores et déjà critiquée par l'Occident, dans un rôle qu'il affectionne particulièrement, celui du pompier pyromane. Une situation d'autant plus complexe que le terrain choisi pour cette confrontation revêt un caractère hautement stratégique. Il s'agit du détroit de Taïwan, un passage maritime n'excédant pas les 180 km, mais représentant à lui seul 48% des 5400 porte-conteneurs en opération dans le monde en 2022. L'agence Bloomberg estime que 88% du trafic des plus gros cargos se fait via cette espèce de zone logistique flottante. Cela ne fait donc pas l'ombre d'un doute, le secteur de la marine marchande pourrait faire les frais d'un éventuel enlisement de la situation, alors qu'il se relève à peine d'une crise ayant duré 2 ans pour cause de pandémie mondiale. De nouvelles perturbations logistiques auraient un impact négatif sur les chaînes d'approvisionnement, notamment celles à flux tendu. À noter que la Chine est le premier partenaire commercial de Taïwan, avec des échanges qui ont grimpé en 2021 de 26% à 328 milliards de dollars. Sans plus attendre, place au débat avec nos experts du jour. Et l'on va commencer avec vous, professeur Saïdawi. Les Américains semblent décidés à ouvrir un deuxième front de conflit potentiellement militaire en Asie, avec des risques économiques que le monde pourrait ne pas supporter. Une première lecture dans ce dossier, s'il vous plaît, monsieur Saïdawi. Je ne pense pas que les Américains sont capables d'affronter à la fois la Russie et la Chine. D'ailleurs, la Chine, c'est un très gros poisson pour les Américains. Je dois souligner 2 déclarations qui ont attiré mon attention. La première, celle de Joe Biden, quand il a dit « Pendant mon mandat, je ne laisse jamais la Chine supplanter les États-Unis d'Amérique ». Deuxième déclaration que j'ai bien retenue, celle de Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain. Il a dit clairement « Il n'y a que la Chine qui a les capacités technologiques, scientifiques, militaires, financières qui pourraient changer l'ordre mondial et imposer un nouvel ordre mondial ». Il l'a dit d'une manière triste, évidemment. Donc, les Américains, à mon avis, maintenant, ils sont en train de faire le show médiatique. Une fois, on a liquidé Ayman al-Zawahiri, une histoire oubliée par les observateurs et par les médias et par la presse, mais c'est devenu à la une. Maintenant, on est face à la Chine. Pourquoi la Chine? La Chine est un très gros poisson pour les Américains parce que les Chinois, ils ont une stratégie totalement différente de la stratégie russe. Les Russes sont agressifs, directs,
D'ailleurs, on pourrait voir ça à travers les médias russes, Russia Today, Russia Lyom en arabe, Russia Today en anglais, alors que les médias chinois, que ce soit le grand quotidien Le Peuple en plusieurs langues, y compris l'arabe, ou les CCTV, les chaînes chinoises en français, arabe, anglais, et ainsi de suite, on voit le discours chinois toujours discours diplomatique. Donc leur stratégie, c'est absorber le monde sans faire trop de bruit et doucement et via l'économie et la domination économique. Ça va choquer plusieurs spectateurs maintenant quand je dis que les Chinois ont prêté les Américains, ont acheté dans le trésor américain plus que 1180 milliards de dollars. Pour l'Union européenne, plus que 1000 milliards de dollars. Notamment la France, notamment via... Plus que 300 milliards de dollars. Alors que Macron, il se vante devant le président tunisien Kais Saied, on donne à la Tunisie un crédit de 300 millions d'euros. Ça fait un tiers d'un milliard. Alors, eux vivent avec l'argent chinois. Donc, c'est ça la stratégie chinoise. Elle est payante depuis des années, des décennies, voire ils calculent tout et ils ont imposé leur stratégie, leur tactique. Aujourd'hui, ils sont les plus forts. D'ailleurs, c'est la Banque mondiale, et ce n'est pas moi, et l'FMI qui ont dit qu'en 2030, la Chine va être la première puissance économique. Ça veut dire le produit intérieur brut chinois, le PIB, il va dépasser, supplanter le produit intérieur brut américain. Alors, moi, j'ai des amis au CNUSET, des experts occidentaux, je finis mon idée. Ils m'ont dit, souvent, on n'a pas confiance dans les chiffres chinois. Ah bon? Je dis, qu'est-ce qu'ils font? Ils gonflent leurs chiffres? Il m'a dit, non, c'est le contraire, totalement le contraire. Ils nous donnent des chiffres toujours plus bas que les chiffres réels, afin de vous montrer la puissance chinoise émergente. Très bien, docteur Saïdaoui. Professeur Mebtoul, est-ce qu'aujourd'hui, la Chine est vraiment une menace économique pour les USA? Bon, tout d'abord, il faut resituer l'économie de Taïwan. C'est à peu près pour 2021, 23,57 millions d'habitants pour un PIB, selon le Fonds monétaire international, de 787 milliards de dollars en 2021 et extrapolé à 850 milliards de dollars en 2022. Bon, si on prend le PIB chinois pour 1,41 milliard d'habitants, il est de 18 460 milliards de dollars extrapolé en 2022 contre les États-Unis qui le PIB est de 22 900 milliards de dollars. Comme l'a dit mon prédécesseur, à ce rythme, la Chine risque de dépasser effectivement dans quelque temps les États-Unis. Bon, le grand problème qui se pose, c'est que les relations entre la Chine et Taïwan sont tendues depuis leur séparation en 1949 et provoquent des passes d'armes récurrentes entre Pékin et Washington. La Chine considère que Taïwan comme sa 23e province, et le président chinois, dans un récent discours, a dit que la réunification devrait se faire au maximum en 2049. Bon, effectivement, ces tensions actuelles, moi je pense que c'est surtout des paroles, parce que moi je pense sincèrement que les deux grandes puissances qui vont polariser le monde entre 2025, 2040, 2050, ça va être la Chine et les États-Unis d'Amérique. Bon, avec des zones d'influence, les États-Unis sur l'Europe, avec bien entendu en Asie leurs alliés comme le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Et la Chine a des réseaux un peu importants au niveau du sud-est asiatique. Bon, selon les experts militaires, effectivement, comme l'a dit votre reportage, les impacts géostratégiques sont importants et peuvent bouleverser, en cas de conflit, toute la reconfiguration régionale, voire mondiale. Votre reportage a bien montré effectivement que le blocage des ports, les
les tensions pourraient effectivement On va y provoquer revenir, une justement. très grave crise mondiale, d'autant plus que selon le Fonds monétaire international, c'est que il y aurait une décroissance de l'économie mondiale entre fin 2022 et 2023. N'oublions pas que les exportations chinoises à 70% sont en direction de l'Europe et des États-Unis d'Amérique. On a vu avec l'impact du coronavirus que pas mal de composants étaient produits en Chine et il y a eu un arrêt de toutes les chaînes de production à la fois, et on va en parler surtout aussi. en Europe et aux États-Unis. Donc, effectivement, on pourrait assister à plusieurs scénarios, selon les experts mondiaux, en cas d'intensification du conflit, le contrôle à distance des flux maritimes et aériens taïwanais par les USA avec une extension de l'ADIZ chinois en mer de Chine orientale, et une décision comparable sur le plan maritime, par exemple un blocus en bonne et due forme qui relève d'un acte de guerre. Mais je rejoins un peu les analyses de mon prédécesseur. Je pense que, et la récente déclaration qui vient d'être faite il y a 24 heures à Washington, après la visite de la représentante Madame Pelosi, du Parlement américain, atténue un peu les hostilités tensions, naissantes là, entre les... Très attention. Moi, je ne pense pas qu'il est dans l'intérêt tant des États-Unis que de la Chine disons, un conflit armé. Très bien. Docteur Seydaoui, est-ce que la démarche américaine ne viserait-elle pas, au fond, à distordre le lien ou voire même le rampre économique entre la Chine et la Russie, lorsque l'on sait que Pékin ne laisse pas tomber Moscou depuis le début du conflit en Ukraine et qu'elle lui sert d'alternative pour ses exportations d'énergie et autres? Les Russes ont été prêts, ils ont bien préparé leur guerre depuis longtemps, apparemment même avant 2014, et ils ont réussi à détourner toutes les sanctions. Un économiste français qui était sincère dans la vague de la diabolisation médiatique française vis-à-vis de la Russie, il a dit sanctionner la Russie, c'est comme tirer une balle sur le pied. Oui. Alors maintenant, s'agissant de la Chine, sanctionner la Chine, c'est comme si tirer une balle sur la tête, dans la tête. Qui sanctionne qui finalement? Aujourd'hui, on pose la question, qui va sanctionner qui? Évidemment, les Chinois, ils sont très très forts, ils sont prêts aussi militairement. Ils viennent de construire leur 3e porte-avions militaire et ils sont préparés à ces jours. Ils sont préparés à ces jours. Et aussi, on peut souligner qu'il y a vraiment une collaboration, une coordination extraordinaire entre le président chinois et Vladimir Poutine. D'ailleurs, beaucoup d'observateurs pensent qu'il y a eu une complicité de la part de la Chine et que les Chinois ont été au courant de la guerre ou de l'opération spéciale de l'armée russe en Ukraine. Et nous savons bien que Poutine a rendu visite à son homologue chinois juste quelques semaines avant le déclenchement de la guerre. Donc, on voit bien cette coalition qui était une coalition historique aussi. N'oublions pas que l'industrialisation de la Chine de Mao Tse-tung a été faite par l'Union soviétique, donc par la Russie. C'est vrai, à la fin de l'époque, les dernières années de Mao Tse-tung, il a eu beaucoup de problèmes avec Brejnev et Mao Tse-tung a invité même Nixon, mais ça c'était des parenthèses. Les Chinois, ils ont travaillé à long terme. Aujourd'hui, au plan économique, je répète et je souligne qui sanctionne qui. Finalement, la Chine, on ne peut pas sanctionner la Chine parce que c'est la destruction de l'économie mondiale. Très bien, c'est un peu plus clair. Professeur Meptoul, la Chine a déjà décrété quelques sanctions commerciales vis-à-vis de Taïwan. Jusqu'où peuvent-elles aller, ces sanctions selon vous? Bon, vous savez que si demain on prend l'hypothèse de la réunification, comme le souhaitent les dirigeants chinois de Taïwan, bon, effectivement, il y a un savoir-faire très 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 important au niveau de Taïwan. Oui.
Et c'est une très grande puissance économique. C'est la 19e puissance industrielle économique également. mondiale. Hein. Oui. Et donc, la Chine deviendrait un leader incontestable au niveau mondial. Moi, je ne pense pas que les sanctions puissent être intensifiées à 100%. Hein. Bon, c'est un avertissement, effectivement, à Taïwan, et en même temps une mise en garde contre les États-Unis d'Amérique. Bon, l'objectif de la Chine est un objectif planétaire, c'est un objectif économique, et le militaire a suivi par la suite. Hein. C'est une très grande puissance économique. N'oublions pas effectivement sa stratégie de la route de la soie. Déployé un peu partout dans le monde. Très très important pour contrôler effectivement le continent d'avenir qui est l'Afrique. N'oublions pas aussi que le monde ne sera plus jamais comme avant, avec l'impact de l'épidémie du coronavirus, les impacts de la crise en Ukraine où on a vu toutes les conséquences, et il y a la naissance du BRIC, hein, auquel l'Algérie aspire à adhérer en fin de compte, et qui fait une contrebalance effectivement des anciennes puissances occidentales. Donc la Chine, sa stratégie, c'est avant tout de devenir une puissance économique. Effectivement, elle ne se mêle pas des affaires intérieures. Oui. Bon, les relations entre la Russie et la Chine doivent être pondérées. Hein. Bon, la Chine a adopté une position, comme l'Algérie, de neutralité. Hein. De neutralité. N'empêche que les Chinois et les Russes. La Russie est une grande puissance militaire, c'est incontestable. Et bon, n'oublions pas que l'approvisionnement, des chiffres officiels que j'ai pour 2021, pour le pétrole et pour le fameux, disons le gaz en direction de la Chine, notamment à travers le fameux gazoduc Sibérie-Chine, pourrait contribuer à 11-12% d'approvisionnement. Très bien. Donc Très bien. là, il y a une profonde reconfiguration de la stratégie mondiale qui devrait entraîner un grand bouleversement entre 2025, 2030, 2040, où effectivement la Chine aura un rôle prépondérant, mais selon des études de géostratégie de haut niveau, la Chine ne veut pas de conflit avec les États-Unis. Elle considère les États-Unis comme un partenaire économique, et effectivement le rêve des Chinois, c'est que ils puissent se partager les influences économiques entre les États-Unis et la Chine, avec une Europe qui est déclinante, hein, une Europe totalement déclinante. Donc, il faut avoir une position très mesurée. Très bien, on professeur. le verra dans les mois à venir, que les tensions pourraient effectivement s'apaiser. Très bien. Au cas où il y aurait tension, on peut prendre aussi une hypothèse inverse, où les Américains poursuivraient leur agressivité en direction de la Chine. Dans ce cas-là, c'est toute l'économie mondiale qui partirait en lambeaux. Hein. Oui. Que ce soit la Chine, les États-Unis, on ne parle pas des pays comme le nôtre qui subiraient les conséquences désastreuses. Donc, je pense que les Chinois ont toujours montré. C'est un pays paisible, hein, la Chine. C'est un pays qui n'a jamais colonisé. C'est un pays qui a toujours lutté pour son intégrité territoriale. Et donc, je ne pense pas que la Chine ait une position d'agressivité. Très bien. Il appartient aux États-Unis et un peu, on ne parle pas de l'Europe qui est hors circuit, d'avoir une position mesurée. La dernière déclaration du président Joe Biden, les dernières 24 heures, préconise l'apaisement. Ok, très bien, professeur Mebtoul. Je passe la main de suite au docteur Saïdaoui. Selon vous, est-ce le bon moment pour l'économie américaine de s'engager dans un nouveau bras de fer avec Pékin, en sachant que le risque d'une récession plane toujours sur Washington ?
Non, pas du tout. Moi, je pense que les Américains font plus du show médiatique que vraiment une confrontation réelle avec la Chine. Donald Trump, il était anti-chinois et peut-être pro-russe, mais Joe Biden, il essaie toujours de trouver une solution avec les Chinois parce que la politique chinoise, c'est une politique économique. Il faut souligner l'enchevêtrement entre l'économie chinoise et les économies occidentales. Les sociétés portugaises ont été sauvées par la Chine. Le nord de l'Italie a été reconstruit par la Chine, ainsi de suite. Les infrastructures grecques également. Va imaginer, donc c'est ça la stratégie chinoise, c'est absorber, dominer avec douceur, avec un sourire et au plan économique. Les Chinois, ils sont les maîtres du monde parce qu'ils ont bien compris le jeu capitaliste. Ils ont bien joué le jeu du capitalisme mondial. Et à mon avis, le génie chinois, c'est que l'exception chinoise, c'est que l'économie chinoise n'est pas une économie capitaliste classique. Ça veut dire c'est l'offre et la demande qui termine. Ça veut dire Adam Smith, laissez faire, laissez passer. Non, c'est une économie, certes capitaliste, mais planifiée Ce par... n'est pas non plus Karl Marx en Chine, professeur. C'est une économie capitaliste pragmatique, disons-le, par le Parti communiste chinois. Oui. C'est le Parti communiste chinois qui planifie la production chinoise, qu'est-ce qu'on doit produire, quels sont les marchés qu'on doit cibler, quelle industrie qu'on doit faire, etc. Donc, c'est quelque chose de totalement extraordinaire et propre à la Chine et exceptionnel. C'est que le Parti communiste chinois, qui est toujours anti-occidental, anti-américain, identitaire, etc., c'est ce même parti qui planifie l'économie chinoise et la surprise, c'est qu'il a bien réussi. Il a plus que réussir, il a bien créé le miracle chinois au plan économique. Très bien. Professeur Mebtoul, brièvement, si vous le voulez bien, venons-en à présent aux conséquences sur le secteur énergétique. Quelles seraient, selon vous, et quelles seraient les répercussions sur les cours du Brent et du WTI sur le court terme, en cas d'un enlisement de la situation au niveau de Taïwan? Bon, vous savez qu'il ne faut pas isoler Taïwan, c'est que le cours des hydrocarbures est fonction fondamentalement de la croissance de l'économie mondiale. Hein. Et ceux qui tirent la croissance de l'économie mondiale, ce sont les États-Unis et la Chine. Selon le rapport de juillet 2022 du Fonds monétaire international, c'est que la croissance devrait ralentir, passant de 6,1% en 2020 à 2021 à 3,2% en 2022, soit 0,4 points de pourcentage de moins que prévu dans l'édition d'avril 2002. Oui. Un ralentissement de la croissance, disons pour 2021, une baisse du pouvoir d'achat et comme on le constate, un retour de l'inflation mondiale qui pourrait atteindre 6,6% dans les pays avancés et 9,5% dans les pays émergents, dont la Chine et les pays en développement, en 2022. Donc, cette politique inflationniste a entraîné une hausse des taux d'intérêt de la Fed qui pourrait aboutir à un ralentissement. Toujours selon le rapport du Fonds monétaire international, c'est que il y aurait une baisse du taux de croissance pour 2022, à la fois des États-Unis et de la Chine. Donc, ces deux pays qui misent surtout sur l'élément, surtout la Chine, comme l'a dit mon prédécesseur, dont le primat c'est l'économique pour dominer le monde, n'ont pas intérêt à ce que les tensions puissent persister pour effectivement éviter cette décroissance de l'économie mondiale. Bon, le cours du pétrole, c'est l'offre et la demande. Mais là, moi, je pense qu'il faut raisonner en termes de dynamique. Horizon 2025-2030, le monde devrait être caractérisé par deux fortes transitions, la transition numérique et la transition énergétique. Et là, le primat des énergies renouvelables, de l'hydrogène, surtout entre 2030 et 2040, devrait modifier fondamentalement la carte énergétique du monde. Très bien. Professeur Seydaoui, une question toute simple, mais elle s'impose, je vais vous la poser. Économiquement parlant, qui a le plus à perdre dans cette histoire? Les USA, la Chine ou Taïwan? Évidemment, ce sont les Américains qui sont toujours perdants
le bras de fer avec la Russie a bien montré ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, l'inflation a atteint des records historiques, et c'est pour cette raison, peut-être, afin de calmer le citoyen américain, on fait le show médiatique. Une fois Ayman al-Zawahiri, une fois Taïwan et la Chine, etc. C'est un discours, à mon avis, de consommation interne, ni plus ni moins, parce que selon les chiffres, jadis, ce sont les Américains qui dirigent le monde. Quand l'économie américaine fonctionne bien, alors surtout les économies occidentales sont en prospérité. Aujourd'hui, la locomotive de l'économie mondiale, c'est la Chine. C'est pour cette raison, j'ai souligné qu'il y a eu cet enchevêtrement entre les économies occidentales et l'économie chinoise, et je souligne et je répète toujours la question qui sanctionne qui. Mais là, je pense qu'on a un consensus maintenant que les Chinois ne veulent pas la guerre. Les Chinois ne veulent pas une confrontation militaire. Je vous ai dit dès le début de votre programme qu'il y a une différence entre la stratégie chinoise ou la stratégie russe. Les Russes sont des bagarreurs. Les Chinois, des bagarreurs, mais au plan économique et avec douceur. Quand on analyse les médias chinois et on les compare avec les médias russes, on comprend bien cette stratégie. Très bien, professeur Saïdaoui. Professeur Mebtou, l'un des secteurs les plus sensibles à ce genre de bouleversement géopolitique est celui du transport maritime, bien entendu. À quel point la zone de conflit qui est située au détroit de Taïwan est-elle stratégique pour le trafic maritime mondial ? Moi, je pense que votre reportage a donné déjà une vision très très claire. Hein. C'est que n'oublions pas que 70% des exportations chinoises vont en direction de l'Europe et des États-Unis. Donc le blocage effectivement du détroit de Taïwan provoquerait une crise à la fois en Europe et aux États-Unis. Bon, les pays les plus grands perdants seraient les Américains et les Européens. À un degré moindre, bien entendu, les Chinois, parce qu'ils ont un large quand même marché intérieur. Oui. Donc les espaces maritimes sont très très importants. Regardez le poids de l'Iran si elle bloquait le détroit de Dormouz. Où 35% du pétrole passe. C'est donc les axes maritimes sont des éléments stratégiques et n'oublions pas, rappelez-vous, pendant la période du coronavirus, oui. Le prix des conteneurs a été multiplié par 7 ou 8. Oui, les prix du fret maritime. Le coût pour arriver, disons, en Asie ou ailleurs. Donc, l'élément maritime est un élément fondamental et le contrôle, effectivement, des espaces maritimes est un élément de sécurité nationale pour, effectivement, chaque pays qui n'est pas propre au détroit de Taïwan. Hein. Très bien. Et il convient de préciser que la visite de Nancy Pelosi coïncide avec un autre événement qui peut sembler anodin, mais qui en réalité ne l'est pas. Il s'agit de la signature du CHIPS Act aux États-Unis, un accord qui consiste à investir 52 milliards de dollars d'argent public sur 5 ans dans le redéploiement d'une industrie des semi-conducteurs sur le sol américain. Selon certains observateurs, ce plan suppose, du moins en coulisses, d'apporter des gages de soutien à Taïwan, voire de manière plus implicite que Taïwan reste indépendante de la Chine au moins jusqu'en 2026. Et c'est avec cette information que nous arrivons au terme d'édition spéciale. Merci de l'avoir suivi, merci à nos experts de nous avoir éclairés et à très bientôt.